Monsieur l'ambassadeur, Madame la secrétaire générale, chère Madame Mini, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, directeurs, chers amis de la GBO, qui êtes rassemblés aujourd'hui pour ce séminaire de lancement, je voulais vous dire tout d'abord mon plaisir que j'ai avec les équipes du jumelage qui seront présentées tout à l'heure d'être parmi vous pour 3 ans dans le cadre du jumelage financé par l'Union européenne. Je voulais aussi excuser l'ambassadeur de France, M. Voyot, qui avait prévu de venir, mais qui était retenu par les obligations professionnelles, et l'ambassade de France qui a représenté ici. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler en collaboration permanente, en amitié avec la Tunisie, pour mettre en œuvre un projet, votre projet, de la gestion budgétaire par objectif. Et j'avoue que pour nous, l'expert français, c'est plus qu'une chance, c'est également un plaisir. C'est une chance parce que, comme l'a rappelé M. l'ambassadeur tout à l'heure, en cette période où la démocratie et la transparence sont le maître mot, la gestion budgétaire par objectif est un des exemples parfaits de transparence en matière financière, de budget et des comptes. Donc nous arrivons à un moment clé, vous êtes à un moment clé de votre histoire financière à travers la gestion budgétaire par objectif. C'est également un plaisir parce que nous avons vécu ce changement dans la gestion budgétaire par objectif en France il y a quelques années. Et comme c'est une œuvre de longue haleine, nous y sommes encore. Et c'est un travail qui prend du temps, c'est vrai, c'est un changement de culture. Et j'ai eu la chance, effectivement, personnellement, d'être responsable de la mise en œuvre de la LOLF, qui est notre GBO française, par le vote en 2001 de la loi organique et puis l'application dans l'administration française. Et donc c'est avec plaisir que nous sommes à vos côtés pour vous assister, vous aider, vous entendre et que ça soit votre projet de gestion budgétaire par objectif en Tunisie. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de s'appuyer sur des expériences, même s'il n'y a pas de modèle. C'est votre projet. Et nous nous adapterons bien sûr aux spécificités de la Tunisie, à la culture, de la gestion financière que vous avez, et aux travaux que Mme Medini a rappelé, puisque vous ne partez pas de rien, vous avez effectivement travaillé beaucoup et déjà expérimenté un certain nombre de choses. Donc nous sommes là pour 3 ans, et Jean-Marie Barral, le conseiller résident du village, l'a dit, il sera à votre disposition avec l'équipe GBO, que je salue aussi, pendant ces 3 années, et Mme Medini également sur les aspects matériels de présence et d'organisation de l'équipe de jumelage au sein du ministère des Finances. Alors, il me revient dans cette présentation d'essayer de décrire, et c'était un peu le pari qu'on voulait faire, de ce sont les principales composantes de la GBO. Et pour ça, je le fais en 2 temps. Je vais vous présenter, alors, essayer d'appuyer ça en 10 points. Alors, rassurez-vous, ça fera 2 minutes par point, donc 20 minutes, pas plus, pour vous présenter les principaux concepts de la GBO, mais il n'y a pas de diaporama, le diaporama est pour tout à l'heure, où je reviendrai sur les comparaisons internationales. Là, je vais en rester, j'allais dire, quelques généralités, mais qui ne sont pas simplement des concepts, mais aussi des réalités que nous avons connues en France, et bon, parfois je prends un exemple, bien sûr, sur la loi organique française. Alors, avant de commencer à évoquer ces 10 points, je dirais que le terme GBO, c'est celui que vous avez choisi avec un sous-titre qu'on voit qui est gouvernance, transparence et performance. À travers ces 3 mots que vous avez retenus, on a déjà le triptyque de la bonne gestion financière publique qui s'inscrit dans le cadre de la culture de la gestion publique en Tunisie. C'est vrai que les termes peuvent varier. Alors c'est vrai que quand on regarde au niveau international, on appelle ça New Public Management, en français par de la gestion publique bien sûr. Nous, c'était la loi organique relative aux lois de finances parce qu'on a des textes en France, voilà, on a un peu le droit romain, on n'est pas comme les anglo-saxons, on verra qu'il y a beaucoup de différences tout à l'heure dans les comparaisons internationales entre le système anglo-saxon et le système dit latin. Les nouvelles gestions publiques, réforme budgétaire et comptable, réforme de la gestion, bonne gouvernance, bonne gestion financière, qu'importe les termes, c'est le terme GBO qu'on retiendra. Quels que soient les termes, il y a quelques facteurs communs. Et je reviendrai tout à l'heure dans les comparaisons internationales, ça veut dire que quand on parle de ces sujets de gouvernance, de transparence, de performance de GBO, on veut dire plusieurs choses. D'abord que l'administration doit être efficace. L'allocation des moyens est rare. Bien sûr, on ne donne jamais au ministère tout l'argent qu'il demande. Sinon, ça serait trop simple, trop facile.
Donc il y a toujours une contrainte budgétaire, et donc il faut faire avec l'argent qu'on a. Et donc l'argent est rare, et on a tous un problème dans tous les pays d'allocation des moyens. Donc il faut être économe de ces moyens, avoir un État qui soit efficient, et mettre les politiques publiques en place au meilleur coût. Il faut que ça soit aussi une administration efficace, c'est-à-dire que nous rendons des services publics aux citoyens, aux usagers. Et c'est aussi un des éléments permanents de toutes ces réformes. Dans ces réformes, il y a aussi un élément important qu'on voit qui est la nécessité de donner plus de liberté, alors on s'entend sur le liberté, plus de souplesse, de gestion dans les procédures que gère l'administration. Si on va là parler de simplification, dans tous les pays, tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les ans parfois même, on reparle de simplification. Mais ça aussi donner de la souplesse en interne au sein de l'administration, ce qu'on appelle la liberté de gestion. Et puis enfin, il y a un maître mot qui porte des noms différents suivant les langues. Je ne sais pas en langue arabe comment on dit responsabilité. Les Anglais ont trouvé un terme pour le coup qui ressemble mieux à ce qu'on veut dire accountability. Accountability, on ne sait pas le traduire. Redevabilité, on a essayé, c'est-à-dire je m'engage et je rends compte. J'ai des obligations, puisqu'on me donne des libertés, mais il faut qu'en contrepartie, je rende compte de ça. Et ce terme de responsabilité, il est véritablement transverse à toutes les réformes de gestion publique. Alors, quels sont ces 10 points que j'évoquais qui permettent de passer un peu en compte de la GDO? Le premier point, c'est la modification de la nomenclature. On commence par là. C'est ce que vous avez commencé à faire avec les expérimentations en programme. Changer la nomenclature, ce n'est pas simplement un sujet technique, c'est un sujet de transparence. Quand on présente le budget, c'est forcément une chose technique. Ça a toujours été technique. C'est des termes techniques qu'on partage entre spécialistes, au ministère des Finances, dans les ministères gestionnaires et les directions financières, avec les commissions des finances, dans un parlement, et on parle entre spécialistes. Or, pourtant, le budget n'est pas simplement un acte technique, c'est un acte politique, au sens le plus noble du terme. Le budget, c'est les crédits nécessaires pour mettre en œuvre les politiques publiques. Donc, ça intéresse le citoyen. Et rendre un budget transparent, c'est rendre un budget accessible aux citoyens, et c'est pour ça que la nomenclature s'est passée d'un budget qui est présenté par nature de dépenses. Or, présenter des dépenses de personnel, de fonctionnement, de transfert, d'investissement, c'est intéressant. Mais c'est pas transparent, on ne dit pas à quoi servent les politiques publiques. D'où l'intérêt de passer d'un budget par nature de dépenses à un budget qu'on appelle par programme, par destination, par finalité de la dépense. Répondre à la question à quoi servent les politiques publiques, pourquoi mettons en œuvre les politiques publiques. Donc la nécessité de l'expliquer, comme vous avez commencé à le faire avec les expérimentations, et il faudra bien sûr transformer et modifier. C'est en tout cas parmi les éléments du jumelage, les textes qui permettent de le faire. Deuxième point, les libertés de gestion. Je l'ai évoqué immédiatement dans mon introduction parce que ce sont des éléments importants pour l'administration. Alors j'en vois 3. La première, c'est d'avoir des autorisations budgétaires plus globales. Vous savez que le rôle du Parlement, c'est d'autoriser le gouvernement et l'administration à dépenser les crédits et aussi de percevoir des recettes, n'oublions pas. Et donc dépenser des crédits, mais avec une spécialité, une limitation. On ne donne pas évidemment un budget global en disant faites ce que vous voulez. Mais on sait que partout, on a connu pendant très longtemps des autorisations très limitatives, très morcelées, très compartimentées, qui donnaient donc du coup peu de liberté, sauf les autorisations particulières, notamment de la part du ministère des Finances. Des programmes qui expliquent ce que sont les politiques publiques sont souvent des programmes avec une globalisation. L'exemple de la France, nous sommes passés de 1500 chapitres, donc des autorisations compartimentées, on avait progressé, 700 chapitres, on est à 125 programmes. Donc c'est une enveloppe plus globale qui est à la disposition du ministre et de ses responsables de programme, des directeurs qui mettent en œuvre les politiques publiques. Donc un budget plus global, première liberté. Deuxième liberté, la possibilité de redéployer les crédits. Alors là, il faut être prudent parce qu'on peut prendre différentes positions sur ce degré de liberté de redéploiement des crédits. Alors on peut cantonner ce qu'on a fait en France, les dépenses de personnel. Bon, on peut mettre à part les dépenses de fonctionnement, mais la globalisation des dépenses de fonctionnement, c'est déjà un énorme changement. Là où autrefois, on peut avoir des autorisations, comme on a connu en France. Il y avait le filou d'un côté, les frais de déplacement de l'autre, les gommes et les crayons, que sais-je. Tout ça a été compartimenté. Un budget global. Des libertés de redéploiement. Après, il y a les dépenses de transfert, les dépenses d'investissement. On peut les mettre à part, on peut les mélanger avec le reste. Ça, c'est un choix. Mais en tout cas, donner des libertés de redéploiement sans avoir systématiquement
l'autorisation du ministère des Finances, sauf dans des cas importants, et là aussi c'est un problème d'équilibre à trouver. Troisième liberté, qui n'est pas la plus simple non plus, c'est en matière d'emploi. Là aussi, un budget, traditionnellement, il donne des autorisations limitatives. La France, notamment dans son budget ancien, donc avec un texte de 1959 qui a duré jusqu'en 2006, nous avions des autorisations d'emploi par corps, par grade, très limitées. Et pour passer une autorisation budgétaire par grade, d'un corps à un autre corps, enfin un emploi budgétaire limité avec un pourcentage de personnes pouvant occuper ces postes à d'autres postes, il fallait des autorisations. Tout ceci a disparu complètement, on a un plafond limité. C'est allé trop loin. Toujours est-il qu'un peu de souplesse dans les redéploiements personnels au sein d'un ministère est un des attributs aussi des libertés de gestion. Voilà, et donc ces trois libertés font partie des éléments de la gestion budgétaire par objectif, et ce qui permet d'arriver au troisième point, qui est la question de la mesure de la performance. Si on donne des libertés aux responsables, aux gestionnaires, c'est parce qu'on attend en contrepartie, évidemment, des obligations. Ces obligations, c'est mettre en œuvre des politiques publiques, je l'ai dit, les plus efficaces possibles, avec les crédits à disposition, bien sûr, et atteindre les résultats. Alors, le mot performance, le mot résultat, dans le langage de l'OCDE, on dit un budget orienté vers les résultats, ou un budget par objectif, ou une mesure de la performance. Je dois reconnaître, on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième table ronde, parfois ce terme performance peut prêter à confusion. C'est pas de la performance sportive, bien sûr, et puis nous sommes au sein d'un État qui rend des services publics. Donc la performance, ce n'est pas la rentabilité. L'État n'est pas là pour faire du profit, bien sûr. On rend des services publics, mais c'est financé par des impôts. Et donc il faut encore une fois que les politiques publiques soient mises en œuvre au moindre coût. Pas de gaspillage. Corruption, bien sûr, mais pas de gaspillage. Pas de gaspillage, ça veut dire qu'il faut faire attention. Il faut qu'on puisse mesurer les coûts et donc mesurer aussi les résultats qu'on atteint. Mais après tout, c'est une œuvre, j'allais dire, démocratique. Le budget est financé par les impôts des citoyens. Donc, il faut bien rendre compte, et la mesure de la performance, c'est rendre compte du bon usage des impôts, du bon usage de l'argent qui est versé par les citoyens pour faire fonctionner les politiques publiques. Mais, et ça on en reviendra peut-être tout à l'heure aussi dans les débats, ça ne veut pas dire qu'en ayant des résultats de politique publique, immédiatement on va en tirer une conséquence sur les crédits de l'année suivante. Si on n'a pas de résultats, qu'est-ce qui se passe? Grand débat dans tous les pays d'ailleurs. On va y revenir dans la table ronde, ça ne veut pas dire immédiatement qu'on va faire plus 10 ou moins 10% dans l'allocation des crédits l'année suivante. Il y a toute une analyse qui est à faire des résultats, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est effectivement un dialogue de gestion. Voilà. Mais la performance, c'est un élément important pour rendre compte de façon démocratique du bon usage des crédits selon plusieurs critères. On y reviendra tout à l'heure, l'efficacité des politiques publiques, la qualité de service, la productivité. Mais les débats ne sont pas simples, ne sont pas faciles, parce que c'est un élément quand même assez complexe et assez subjectif. Quatrième point, la transparence des informations dans le budget. Ce qui est important, je le disais au début, c'est qu'on puisse, c'est pas une œuvre facile, rendre un budget transparent, expliquer aux citoyens à quoi sert l'argent public. Et pour ça, il faut donner des informations. Et donc, il y a tout un travail qui est mené dans tous les pays, et la France l'a mené aussi, de conception de documents budgétaires qui expliquent les politiques publiques. Alors, en France, on les appelle les projets annuels de performance, puis on rencontre dans des rapports annuels de performance, et on trouve dans ces documents l'explication des politiques. Quelle est la stratégie qu'on veut mener, qu'est-ce qu'il y a dans le programme, quels sont les objectifs, les indicateurs, comment ont été calculés les crédits, on justifie, on dit au premier euro, justifie les crédits qui ont été demandés, on explique, et puis on donne les engagements futurs, on donne également des informations très détaillées sur les subventions qui sont versées, ce qu'on appelle les opérateurs, les établissements, on donne les emplois qui sont le détail des emplois, puisqu'il y a un plafond d'emploi unique en France, là, il y a quoi quand même correspondre à ces emplois. Donc on a des informations très riches. Et d'ailleurs, un député qui avait beaucoup travaillé sur ces sujets disait, en regardant ces documents, pour la France, on a l'impression de passer du latin au français, pour effectivement montrer une évolution très importante. C'est effectivement plus d'informations. Et, vivons à notre époque, que ces informations soient données aux citoyens par Internet.
tous les documents budgétaires sont désormais mis en ligne sur Internet et ceux que ça intéresse, la population, peuvent consulter, regarder toutes ces informations. Une mission parlementaire qui a achevé ses travaux après les 10 ans d'Alol, puisque nous avons 10 ans, quand on fêtait l'anniversaire, avec un colloque qui s'est tenu la semaine dernière à l'Assemblée nationale avec la Cour des comptes, 10 ans du vote, 5 ans seulement de mise en œuvre. Parce qu'on a mis 4 ans, on y reviendra nous pour préparer tout ça. Le parlementaire disait, oui, effectivement, il y a énormément de documents, il y a même peut-être trop. Donner trop d'informations, on croule sous l'information. Voilà. Peut-être pas en donner trop, le parlementaire maintenant semble saturé d'informations. Voilà sur la transparence d'information et la vertu d'Internet pour communiquer. Cinquième point, la comptabilité. Alors là, on arrive avec la comptabilité sur un sujet encore plus technique. Or, pourtant, il a aussi toutes ses vertus en termes de transparence. La LOLF française est née de ces sujets, de ce qu'on appelle la sincérité comptable. Puisque, pour simplifier, il y a deux types de comptabilité. La comptabilité de caisse, que nous connaissons, que vous connaissez aujourd'hui, c'est simple, la caisse, c'est les dépenses payées, les recettes encaissées. Mais, à une époque où on avait eu, l'époque révolue, hélas, un surplus de recettes fiscales par rapport aux prévisions, on aimerait bien d'avoir aujourd'hui, avec la crise économique, ce n'est pas le cas, mais on a eu plus de recettes que prévu, beaucoup plus de recettes que prévu par rapport à la prévision. Et c'est vrai qu'on avait peut-être pas été totalement transparent à l'époque, il y avait des périodes complémentaires, on pouvait décaler des recettes, des dépenses en janvier, en février, parce que la comptabilité budgétaire manque, pas de sincérité, mais de fiabilité. Le passage à la comptabilité générale, à une comptabilité d'entreprise, c'est une sincérité comptable, puisqu'on dit que les comptes, en comptabilité générale, comptabilité d'entreprise, sont des comptes qui doivent être réguliers, sincères, et donner une image fidèle de la situation du patrimoine. C'est-à-dire que plutôt que de comptabiliser les dépenses payées et les recettes encaissées, eh bien on comptabilise les charges et les produits. C'est-à-dire la charge, c'est au moment où il y a eu un service qui a été fait, une dette certaine que l'État doit payer, et donc l'imputation en comptabilité se fait à ce moment-là, les produits à recevoir, et qu'importe le moment où la dépense sera payée, où le produit sera recouvré, on sait que c'est une dette certaine, que c'est un produit qu'on recevra. Et donc les factures sous le coude, l'expression que vous connaissez tous dans l'administration, autrefois on ne les voyait pas, maintenant on les fait apparaître. On sait qu'il y a une dette que l'État devra un jour. C'est ça la comptabilité générale, et en plus, ça permet de présenter le patrimoine d'un État, quels sont ses actifs, bon, puis il y a aussi des passifs, bien sûr, ce sont les dettes, et de montrer un bilan. Voilà. Alors le bilan d'un État, on peut disserter longtemps sur l'intérêt du bilan d'un État, parce qu'un État, c'est pas une entreprise. Un État n'est pas censé faire faillite. Espérons en tout cas. Mais en tout cas, il peut y avoir des crises, mais il ne fait pas faillite. Et donc voilà, la comptabilité, c'est la sincérité comptable, qui amène effectivement alors un très long travail. La comptabilité, c'est pas une réforme, enfin on a déjà parlé avec Alain Guigny, le directeur général de la comptabilité publique. La Banque mondiale d'ailleurs, qui avait fait un rapport sur la GVO, dit attention à la comptabilité, c'est de très longue haleine. Il faut d'abord des normes comptables. Il faut bien avoir une comptabilité en partie double, il faut un plan comptable, il faut modifier les systèmes d'information. Donc, je l'ai dit humblement, c'est pas en 3 ans que la Tunisie pourra mettre en place une comptabilité générale conforme aux standards internationaux. D'ailleurs, la Banque mondiale ne le proposait pas. Je prends modestement l'exemple de la France, il nous a fallu 10 à 15 ans avant que les systèmes d'information soient parfaits. Voilà, donc beaucoup de prudence sur ces systèmes de comptabilité, mais c'est important. C'est important et il faut commencer sur ces sujets de comptabilité avec la comptabilité en partie double et la connaissance des actifs. Tout ceci devant déboucher, l'ambassadeur a évoqué un jumelage avec la Cour des comptes. La Cour des comptes a un travail qui peut être de certification des comptes, de moment venu. Mais quand tout va bien. 6e point, la responsabilité. Alors je voulais évoquer cet thème en tant que tel, la responsabilité, parce que c'est aussi je l'ai dit, un maître mot de toutes ces réformes de la gestion budgétaire par objectif. Accountability, comme je l'évoquais tout à l'heure, au redevabilité. Pourquoi est-ce au cœur de la réforme? Parce que, alors je ne parle pas de la responsabilité des ministres, qui est un sujet politique, mais qui est débattu en France en ce moment, sur quelle est la responsabilité d'un ministre sur la gestion administrative. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Là, il s'agit de la responsabilité, ce qu'on appelle les ordonnateurs, dans le langage du droit budgétaire ou comptable, la responsabilité des gestionnaires, dans le langage de la gestion publique, ou des responsables de programme, en termes managériels. On pourra débattre de tous ces termes au fur et à mesure du jumelage.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est l'expérience que vit la France, mais d'autres pays, un responsable, un directeur, un secrétaire général, un directeur, et puis à tous les niveaux de la hiérarchie, un responsable au niveau régional, s'engage aujourd'hui, puisqu'il y a des objectifs et des indicateurs de résultats. Il a des crédits à sa disposition au niveau du programme ou à des niveaux plus réduits quand il est sur le terrain, et donc on lui confie en quelque sorte une œuvre qui est mettre en œuvre des politiques publiques avec les crédits qu'il a et atteindre des résultats. Donc il faut bien qu'il y ait un système de responsabilité. Le système de responsabilité, il commence, et c'est souvent la pratique maintenant, c'est une pratique très nouvelle en France aussi, c'est bien on va fixer une aide d'objectif. Vous, en tant que directeur, responsable de programme, voilà, sur l'année ou sur 2 ans, vous demandez de faire ça avec les crédits que vous avez. Il faut améliorer, il faut faire ci, il faut améliorer tel aspect de la politique, il faut organiser tel type de réforme, etc. Donc les objectifs atteignables, bien sûr, pas des choses complètement irréalisables, mais au début de l'année suivante, qu'est-ce que vous avez fait? La question qui est beaucoup plus compliquée, c'est cette responsabilité, quelle est sa sanction? Quand je parle de sanction, elle est positive et négative. On a un débat en France là-dessus, c'est un sujet pas simple, par exemple la responsabilité et la sanction, elle est managériale. Ça veut dire que ça se passe à l'intérieur de l'administration. Le ministre, le directeur de son ministre, les collaborateurs du directeur dans son directeur, et au niveau régional, c'est les responsables régionaux qui sont responsables devant leur directeur au niveau national. Et ça veut dire très concrètement que, on a dit ça en France il y a peu de temps, il y a des parts variables dans les rémunérations. Voilà. Donc ce sont des objectifs, on peut avoir plus 5%, plus 10%, pas les sanctions négatives, c'est pas la réduction de salaire quand même, mais bon, voilà, ça ne marche pas, en termes de conséquences sur la promotion, ça ne marche pas, on change. Mais ce qui est important, c'est cette notion de responsabilité managériale pour organiser effectivement un suivi. Alors c'est pas, là aussi c'est très sensible parce qu'on ne va pas fixer une rémunération complète en fonction des résultats. Un statut, dans ces cas-là, c'est un élément, une part variable, mais qui effectivement permet de mettre en œuvre cette responsabilité managériale. Ce qui m'amène au 7e point, qui est pas dérivé de tout bien, ce que j'appelle le dialogue de gestion. Ça fait partie des éléments aussi de la gestion de résultats par objectif dans le projet de jumelage. Alors, là aussi, chaque pays est différent. Et donc, on a parlé de déconcentration, de décentralisation. En matière de déconcentration, c'est une partie des politiques publiques sont mises en œuvre sur le niveau local. Et donc, les responsables au niveau local, les responsables de l'État, si on veut les responsabiliser, il faut qu'il y ait un dialogue de gestion. Il n'y a pas trop de niveaux. En France, on a eu un débat d'ailleurs, parce qu'on a à la fois les départements et les régions. On s'est dit un dialogue de gestion entre le niveau national et le niveau local avec 100 départements, c'est trop. C'est plutôt le niveau régional qui a été retenu, puisqu'on a 26 régions. Donc, qui dit dialogue de gestion, dit voilà, le responsable du programme, il fixe l'objectif au responsable régional, et puis durant l'année, il y a des itérations, vous en êtes, comment ça se passe dans l'allocation des crédits, on en donne une partie, pas la totalité, on débloque le reste des crédits en milieu d'année, en fin d'année, où en sont les résultats, est-ce qu'il y a des modifications, voilà, c'est tout un débat, c'est le dialogue de gestion. Puisque les résultats sont atteints, pas atteints, qu'est-ce qui s'est passé, objectifs trop ambitieux, erreurs de gestion, modification de politique, hypothèses économiques qui ont changé. C'est la richesse des dialogues de gestion permanent entre le niveau national et le niveau local, que nous avons traduit, nous, en France, par un concept et un budget opérationnel de programme, qui est de confier au niveau régional, aux responsables de l'État au niveau régional, un morceau de l'enveloppe du programme, mais avec des objectifs clairs, mais un certain nombre de choses à réaliser et un reporting, comme on dit, rendre compte. Là aussi. J'en arrive au 8e point, le contrôle. Là, on arrive sur un sujet difficile. Il n'y a que des sujets difficiles mais passionnants. Pourquoi c'est un sujet difficile, le contrôle? Parce que là aussi, il y a une évolution. Il y a des traditions. Et nous avons à peu près les mêmes traditions sur le contrôle. C'est-à-dire que nous aimons un peu la centralisation, le contrôle a priori et la nécessité d'avoir un ministère des Finances, un premier ministère qui puisse contrôler régulièrement, bien sûr, les grands enjeux, ça oui, mais également les actes au quotidien. Alors, en matière de gestion de top objectif, fatalement, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester à l'état précédent où, systématiquement, on a un contrôleur, qui dépend du ministère des Finances ou du Premier ministère, qui contrôle systématiquement la totalité des actes. Puisqu'on donne plus de liberté de gestion, plus de responsabilité aux gestionnaires, il faut bien que ça se traduise aussi dans des actes concrets par un allègement des contrôles.
Alors en fait, on constate là aussi, suivant les pays, et je vais prendre l'exemple de la France, bien sûr, un double mouvement. C'est-à-dire les contrôles exercés, alors en France, c'est le ministère des Finances, les contrôles exercés par le ministère des Finances se sont allégés, se sont recentrés sur le cœur de l'élection du français, c'est la soutenabilité budgétaire. La soutenabilité budgétaire, c'est vérifier que l'argent qui est prévu, les ressources disponibles, on est capable de les utiliser dans le cadre du plafond, bien sûr, mais qu'on ne va pas prendre des engagements qui vont permettre de déborder l'année suivante. Et qu'on est capable de payer les dépenses obligatoires durant l'année, y compris les dettes. D'où l'intérêt d'une comptabilité générale. C'est qu'on a des dettes, le regard en matière budgétaire, si on paye d'abord ses dettes. Alors c'est une des vertus aussi de la comptabilité générale qui se traduit concrètement en gestion. Et donc, l'allègement des contrôles, c'est faire en sorte qu'il puisse y avoir une diminution des contrôles a priori portant sur les actes. Voilà. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on a mis en France, mais on n'a pas supprimé le contrôle pour autant. On a allégé, recentré jusqu'à 10% de près les actes qui sont aujourd'hui visés au lieu de 100% avant. Et on n'a plus de contrôle de régularité. Pareil du côté comptable, où il y a effectivement aussi au moment du visage de la dépense, moins de contrôle puisqu'on fait confiance et on ne fait les contrôles que sur les enjeux principaux en fonction des risques. Voilà. Et dans le même temps, un développement du contrôle interne. Les ministères gestionnaires se dotent eux-mêmes d'un propre système de contrôle. Le contrôle interne, en fait, les ministères en font déjà, vous en faites déjà. Le contrôle interne, c'est vérifier à tous les moments d'une procédure que les procédures sont régulières, qu'il y a des dispositifs permanents de contrôle, du chef par rapport à son adjoint, du directeur par rapport à son chef, que les procédures sont bien respectées. Puis il y a le contrôle de gestion, qui est vérifier l'état d'avancement, l'état des objectifs et des résultats, et puis on y rajoute parfois, et on appelle l'audit interne, qui est la vérification à un niveau très supérieur, que le contrôle interne se met en place. Les 9e et 10e points, je ne les développerai pas, parce que d'abord j'ai débordé mon temps, et ensuite parce que c'est difficile de les évoquer. Le 9e point, c'est le système d'information. Je veux simplement dire par là que toutes ces réformes ne peuvent fonctionner que s'il y a aussi un système d'information qui peut retracer la nomenclature et, le moment venu, retracer tous les événements comptables et produire des comptes. Et le système d'information, c'est le talon d'Achille, c'est ce qui est plus compliqué. Il faut d'abord exprimer les besoins avant de bâtir un système d'information, donc il vient après. Et le 10e point, c'est le rôle du Parlement, et je ne vais pas l'évoquer ici, mais on sait qu'il y a la nécessité pour un Parlement d'être en permanence informé de l'état d'avancement des travaux de réforme de cette nature et en régime de croisière de pouvoir exercer son contrôle sur l'exécution du budget. Voilà, et puis les textes. Là aussi, ça vient en bout de course. Alors, soit on prend des textes tout de suite, c'est ce qu'on a fait en France, et on a mis 5 ans avant de commencer, soit vous commencez par des expérimentations, comme vous avez fait, et puis avant les textes viennent sanctionner, couronner à un moment à définir l'ensemble de ces réformes. Pour terminer, ça sera ma conclusion, quelles sont les conditions du succès d'une telle réforme? D'abord, la volonté. La volonté, elle existe parce que vous êtes là. Vous êtes là nombreux à vouloir mettre en œuvre cette réforme, et c'est une réforme qui est portée au plus haut niveau. Deuxième condition du succès, avoir une équipe projet qui puisse vous accompagner. Elle existe, c'est l'équipe GBO, et c'est aussi une condition du succès d'avoir une équipe qui permette de faire avancer le projet. Autre condition du succès, d'un travail interministériel. Vous êtes là aussi pour prouver que tous les ministères sont représentés et les équipes GBE dans les ministères sont un reflet également de cette volonté interministérielle. Et puis, expérimenter. Pas de transformation immédiate d'un jour sur l'autre, d'une année sur l'autre. Il faut expérimenter, tester, corriger éventuellement s'il y a des difficultés. Et là aussi, vous êtes sur la bonne voie avec les expérimentations que vous avez entreprises. Et puis, du temps. Ça, c'est toujours plus compliqué parce que les ministres, les politiques veulent que ça avance vite. Or là, nous sommes dans une réforme de longue haleine. Une réforme de la gestion, une réforme des processus, une réforme des habitudes, une réforme des cultures. Et ça prend du temps. Et le temps long de l'administration se heurte parfois au temps court du politique qui veut des résultats immédiats. Donc ce changement de culture est important, d'où la nécessité de la formation. Ça a été évoqué tout à l'heure. Et on ne met jamais assez de temps, jamais assez d'argent sur la formation et la communication pour expliquer et former tous les acteurs. Voilà, c'est un beau chantier. C'est un chantier passionnant et nous sommes très heureux avec tous les experts français d'être à vos côtés pendant ces 3 prochaines années. Je vous remercie.